Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Equinox Soir, hier, dans le temps du débrief, se posait la question de savoir si la journée du 30 janvier 2020 constituait ainsi la seconde mort de Boris Ndjomi Tchakounté. La tournure qu'a pris l'hommage académique que ses collègues enseignants se forçaient de lui rendre hier à travers certaines structures a tourné au vinaigre. Véritable scène d'émeute mettant aux prises les forces de maintien de l'ordre et les enseignants, policiers et gendarmes, sortis en grand nombre avec l'artillerie lourde du maintien de l'ordre, n'ont pas hésité à s'en servir pour disperser des enseignants présentant à leurs yeux une grave menace de trouble à l'ordre public. S'en suivront, comme toujours en pareille circonstance, arrestation de quelques manifestants pour besoin d'exploitation, comme il est dit dans leur jargon. Depuis la survenance de ces événements malheureux, les politiques semblent avoir récupéré l'affaire. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, ce sera la grande édition d'information. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, plus madame, c'est le fait du jour. Ndjomi Tchakounté, violence à l'école, violence dans la rue. Pour en parler ce soir, je suis une fois de plus avec Jacques Bessala qui est là pour un bout. Bonsoir Jacques. Bonsoir Otto, monsieur Otto, bonsoir aux téléspectateurs de Equinox Télé. Bonsoir à tous les collègues enseignants, je veux dire la famille éducative du Cameroun. Nous revenons d'un petit choc hier. On en parle tout à l'heure. Peut-être qu'il faut parler de grands chocs. Vous voyez que je suis encore sur le coup. Voilà, on en parle dans tout à l'heure. Voilà. À côté de vous, un autre enseignant, Camille Ateba, bonsoir. Bonsoir Serge, et merci de m'avoir convié une nouvelle fois. Je me réjouis d'être parmi vous ce soir pour partager avec ceux-là qui comprennent ce que nous autres enseignants nous vivons depuis quelque temps et que manifestement nous avons eu l'impression que davantage on démystifie la chose enseignante au Cameroun. Il est donc normal que si vous nous offrez une tribune comme celle-ci, nous puissions davantage montrer non seulement la valeur de l'éducation, mais le poids et l'impact d'un enseignant dans une société. Ok. Donc on développe tout à l'heure avec votre voilà, justement. Sosten Medalipote, bonsoir. Ah oui, bonsoir à vous. C'était un immense plaisir d'être avec vous. Moi, c'est la première fois depuis le début de l'année. Oui, les jours vont vite. On est déjà en fin de mois pratiquement. Oui. Et c'est l'occasion d'adresser nos sincères condoléances à la grande famille éducative. Vous savez, l'éducation, c'est aussi, ce n'est pas seulement les élèves, les étudiants. Oui. C'est aussi les enseignants, le personnel d'appui et surtout aussi ceux qui ont en charge de gérer l'éducation. Donc l'État, le gouvernement, donc tous ces partenaires-là, effectivement, je crois que tout ce monde a été touché, mais par rapport à cette mort-là de M. Tchakounté, ça peut arriver à tout le monde, dans une salle de classe. Ah oui. On en a vu qui semblaient étonnés ou s'en émouvoir d'une autre façon. Ça peut arriver, un guet-apens. Parfois la mort n'est pas très loin. Mais c'est aussi l'occasion de dire que au-delà de ma casquette politique, vous savez, c'est d'enseignants, de parents aussi. Parce qu'il y a une lourde responsabilité, merci pour ce rappel-là, effectivement, également sociale, donc notamment de la plus petite unité en société qui est la famille, dans l'éducation des enfants. Et surtout par rapport à leur présence dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, et aussi, pourquoi pas, sur les aires de jeu. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'enseignement. C'est aussi, peut-être on va y revenir, la formation globale de l'être humain. Si on ne pense qu'à l'instruction
C'est-à-dire que devoir de mathématiques, devoir de géographie, devoir de statistiques, devoir C'est-à-dire de restitution des connaissances livresques. non, ça ne passera pas. Ça ne construit pas l'homme. Ça ne construit pas l'homme. C'est un peu ce que je sais que ces jeunes enseignants qui sont à côté de nous, probablement ont lu aussi, paix à son âme, c'est vrai, Cécile Abega. Dans sa thèse de doctorat qui a été publiée, il table sur les sanas. En fait, les sanas ou les sani, mais dans son livre, oui, mais dans son livre, il écrit les sanas. Il a francisé. Oui, admettons-le ainsi. Il décrit le mode d'éducation, parce que c'est un anthropologue en même temps, c'est un travail d'anthropologie, de socio-anthropologie. Il décrit en fait l'école, en réalité, la formation de l'homme en Afrique, notamment dans cette société Betty Boulofan. Et on voit très bien qu'il y a une graduation et que l'école, dans son aire géographique, d'abord, c'est un milieu sacré. Il faut éviter de désacraliser l'école. On n'entre même pas à l'école, l'élève qui entre à l'école, d'abord de nos ancêtres, n'y entre pas n'importe comment. C'est pratiquement nous qu'il entre à l'école, qui va à l'école. Autrement dit, il y a un contrôle qui est fait au moment où il accède dans la circonférence ou dans le milieu de l'école, qui peut être un bois sacré ou un autre milieu choisi par la communauté. C'est pareil chez les Sawa, c'est pareil chez les Fulani, c'est pareil chez les Bassins Poubati, c'est pareil donc chez les Bétis, et tous ces groupes, et chez les Pygmées d'ailleurs. Donc tous ces groupes-là, effectivement, avaient une école. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas s'inspirer, en réalité, du modèle anthropologique africain pour construire l'école? C'est que d'aucuns parfois disent que ce sont des écoles ésotériques et consorts, ça n'a rien à voir. C'est pas très. J'allais dire que c'est pas si supérieur que ça, c'est même inférieur à l'école africaine. L'école africaine est rigide, elle est difficile, elle est bel et bien organisée. Et lorsque vous obtenez une graduation, tout le monde vous respecte. Il nous semble que les gens aussi, parfois de ma génération, nous qui sommes les quinquagénaires, lorsque nous entrions au lycée, on nous appelait des bleus. En sixième. En sixième. Et ce n'était pas... et cette appellation avait l'air d'être la brimade, oui, c'en était une, mais une brimade amicale. Parce que au sein de l'institution scolaire... Ça n'existe plus? Non, ça n'existe pas. Mais j'ai été appelé bleu, moi. Permettez-moi, j'ai été appelé bleu en 99-2000, en 6e au lycée de ça. On dit oh les bleus, oh les bleus. Bon, on ne savait pas à quoi ça rimait. Non, mais bon, ce n'est pas que. seulement à l'appellation. Ah, ça ne se limitait pas à l'appellation. Il y avait. C'était, comment dire. Un bizutage. Bien dit. C'était le bizutage, mais pas au sens néfaste du terme, en tout cas. Ok. Juste me donner. Oui, donc dans ce sens-là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, si la société globale camerounaise est elle-même responsable dans ces différentes composantes de ce qui se passe de l'école, ceux qui doivent construire les politiques publiques en matière d'éducation ont davantage une lourde responsabilité. Il est vrai qu'un train est un train, il y a la locomotive, il y a des wagons, il y a parfois deux locomotives, une devant, une en arrière, et puis des voitures au milieu, peut-être 5, 10 ou 20, ça dépend en fait de la force de traction, mais aussi, il faut le dire, l'école doit être un lieu sacré. Depuis d'ailleurs la prime enfance. Et nous pensons que nos sociétés ont échoué à ce sujet-là. Nous pensons que effectivement l'enseignant a droit à 1000 fois plus de respect que ce que nous avons vécu hier. Okay. Et que nous-mêmes, personnellement, on a vécu parfois. Okay. C'est-à-dire qu'on n'humilie pas le maître face à l'élève. L'élève n'est pas l'égal du maître. Même si l'élève a vocation à dépasser le maître. Mais il n'est pas son égal. Une fois on le met sur le même pied d'égalité que le maître, ça devient dangereux. Et une fois qu'on humilie le maître en public et parfois en mondovision, c'est catastrophique. Je crains que hier, certains agents, certains fonctionnaires de police
n'ait frappé sur les gens qui les ont formés. Voilà. Et qui continuent même sans doute de les former. Ok. Parce qu'eux-mêmes vont avoir une ascension, on présume, dans le cadre de leur fonction. Justement, il a vécu la chose hier. Jacques Bessala, on nous a vu dans les images de Élisée Bogba, dans le grand reportage de Marcelin Gansop-Pierre dans le 20h. Dites-nous, Jacques Bessala, qu'est-ce qui s'est passé hier? On va commencer par le CHU. On a vu les forces de maintien de l'ordre, c'était comme deux belligérants. Hein? Vous étiez d'un côté et de l'autre côté la force de l'ordre. Le portail vous séparait. C'est clair. Tout commence quelques 30 minutes avant la levée de corps, proprement dite. C'est-à-dire 9h30? 8 heures en principe. Ça devait être à 8 heures. Ok, donc supposons que nous sommes à 8 heures moins 30, si vous voulez. Il y a des sortes de gris-gris qui se préparaient déjà. Bon, il y avait un dispositif léger d'abord. On s'est dit, c'était pour encadrer. Après, un dispositif lourd. Très bien. Alors, nous avons dit, écoutez, ce corps... Qui vous a dit que vous ne verrez pas le corps? C'est arrivé. Pas d'une autorité, mais il y avait des sortes de stewards ou des gorilles, je sais pas moi, en costard, tout ce que vous voulez, qui nous ont dit, bon, écoutez, vous n'avez pas accès à ce corps. Et du coup, c'était le tollé général. Mais attendez, ce sont nos obsèques à nous, c'est notre deuil à nous. Il nous appartient de porter même ce cercueil. Nous avons droit à ce corps. Alors sachez que ça ne va pas se passer comme vous voulez faire là. Et le corbillard était déjà là, c'était du genre avec une ceinture déjà autour du corbillard, comme quoi dès qu'on lève on met dans le corbillard et puis basta, on s'en va. Nous avons dit niet. Et c'est ainsi que l'adrénaline est montée. J'ai eu un entretien avec le préfet du Fouté à la levée. Et je voudrais le dire en passant, le proviseur du lycée classique de Colbison a tout fait pour que nos collègues de ce côté-là ne prennent pas part à ces obsèques. Et les élèves de Djomi Tchakounté? Ces élèves, je dirais, c'était des élèves rebelles, entre guillemets. Ah, ils sont venus. Parce que nous avons des collègues venant du lycée classique de Colbison, des rebelles aussi, entre guillemets, qui nous ont dit que les censeurs d'attache de ce côté-là ont reçu pour instruction d'intimider nos collègues qui voudraient se pointer à ces obsèques. Est-ce que le ministre des enseignements secondaires était là? J'aimerais bien voir un morceau de son habit. Non, est-ce qu'elle était à la levée? Je vous dis que je n'ai pas vu un morceau d'un habit qui ressemble au sien. Elle n'y était pas. C'est pourquoi vous avez choisi d'aller la rencontrer directement au ministère? En partie, oui. Alors, vous êtes sûr qu'elle était au ministère? Nous n'étions pas sûrs, mais cela ne nous intéressait pas. Nous aurions souhaité voir de la couleur venant du Minesec. Vous comprenez un peu. Cette couleur-là, nous ne l'avons pas vue. Bref, le corps est levé, on s'impose, nous avons accès au corps dans la grande salle du CHU que vous connaissez. Et après, on nous dit, bon, après ici, le corbillard s'en va, hein, vous restez à l'intérieur. Et nous étions déjà dans les 5000. Ces enseignants venaient d'où? De partout, extrême nord, Adamawa, c'était tout le Cameroun. C'était des charters qui ont voyagé pour venir. Et ce n'était pas que le secondaire. Il y avait le primaire, ça venait de partout. Il y avait même le supérieur. C'était les enseignants. C'était les enseignants, c'était le deuil des enseignants. Et tout le monde pleurait, Djomi Tchakounté hier. Alors je voudrais vous dire que ce sont les éléments des forces de sécurité, peut-être sous les ordres des X ou Y, qui ont contribué à envenimer la situation d'hier. Parce que tout ce que nous avons demandé est de façon spontanée, ayant déjà été chauffé par les petits gris-gris dont je vous ai parlé précédemment, nous avons dit, ok, la procession funèbre, c'est jusqu'à Messa. Et nous allons passer par, nous avons parlé de l'ENS, pas à l'intérieur, mais l'ENS faisait partie de l'itinéraire. Quand Djomi Tchakounté ayant été formé à l'ENS de Yaoundé, juste au portail de l'ENS, nous laissons évoluer le corbillard jusqu'à Messa et nous maintenant nous arrivons au Minesec pour dire... On nous a fait comprendre qu'il y avait des évaluations à l'ENS de ce côté. Nous ne voulions pas troubler ces évaluations, mais de façon symbolique. Ok, Colbison ayant dit non grata à notre collègue, on s'est dit que l'ENS tout au moins qu'il a formé, côté extérieur, ok, pouvait le voir passer. C'est de ça qu'il était question.
Alors, notre point de chute était le Minesec. Nous avions voulu dire bonjour à notre maman, même si elle était absente. Je veux parler de Madame la ministre. Vous comprenez? Vous savez qu'elle était absente, elle était où? Je ne sais pas. Vous n'avez pas regardé les images? Je ne sais pas. Vous n'avez pas regardé les images? Au moment où les images passaient, du sud-ouest? Au moment où les images passaient, je voudrais vous demander si vous savez là où moi j'étais. Vous étiez... J'étais détenu quelque part, peut-être. Je veux dire tard dans la soirée. Continuons, passons, c'est un détail. Oui. Alors, le portail du CHU est fermé, on le bloque. Ils nous disent que nous ne sortons pas avec... du moins, le corbillard ne sort pas en même temps que nous. Le corbillard, il sort d'abord, et nous sortirons par la suite. Le corbillard va nous attendre à l'ENS, comme si nous avions 7 ans. 7 ans d'âge et 5 ans d'intellect. On leur a dit, écoutez messieurs, c'est vous les FMO et autres, c'est nous qui vous enseignons les stratégies. Toutes les petites stratégies que vous mettez en place là, ça ne marche pas. Nous sortons d'ici avec ce corbillard. Voilà comment ça a commencé à se compliquer. Et là, nous sommes dans les 10 heures. Laissez-nous sortir d'ici, le corbillard s'en va, ENS, et puis nous enlevons nos touches au Minesec et nous le rejoignons à Message, je veux dire le corbillard. Excès de zèle. Il fallait voir le dispositif. C'est comme si nous étions là pour déstabiliser la République du Cameroun. Des personnes clairement identifiables, des personnes intellectuelles, des personnes posées, on nous interdit d'accompagner notre camarade. Alors, ça dégénère à quel moment? Le gouverneur est venu, nous lui avons expliqué la situation. Quelque temps après, il a permis qu'on ouvre le portail. Vous comprenez un peu? Nasseri Paul Béa, le gouverneur. Très bien. Je dois le reconnaître, parce que nous avons discuté, j'ai personnellement discuté avec lui. Alors, le gouverneur s'en est allé. Quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, parce que ça a pris le temps que ça a pris, et là nous étions déjà dans les 8000 ou 9000. Voyez-vous, à perte de vue. Lorsque nous arrivons au carrefour Emia, il y a une voiture de la police qui bloque l'accès, je veux dire la voie qui mène à l'ENS. Et là, nous leur demandons, bon, pourquoi vous faites ça? Côté de l'Émia, là? Oui, non, pas côté Emia. Le côté Emia, lui, il est évacué déjà. Oui. Donc, nous sommes de ce côté, je veux dire, du côté droit. Oui. Du côté droit, quand vous sortez. Qui mène vers le lycée de Guakelin? Très bien. Alors, nous leur disons, nous sommes à 2 pas de l'ENS. Le contrat, entre guillemets, disait qu'on se séparait à l'ENS. Pourquoi faites-vous ceci? Après, ce n'est plus ceci, c'est cela, c'est machin. Après, je vois le chauffeur du corbillard qui va se concerter avec un colonel. Je fonce, vous voyez la station Total, sans publicité, il y a une boutique à l'intérieur, j'y vais. Et là, je sens le louche. Je sens le louche et je dis à ce colonel-là, je ne connais pas trop les grades, mais je pense que c'était un colonel de la gendarmerie. Je lui dis, écoutez, cher monsieur, si vous voulez déjà charger les collègues, il vaudrait mieux que vous me permettiez d'aller leur demander de se disperser, ok, c'est bon. L'itinéraire que nous avons parcouru, je veux dire, le parcours que nous avons fait là, il est suffisant. On s'est suffisamment fait entendre. C'est bon, ok, nous allons rejoindre la famille à Messa plus tard. Il me répond, Bessala, notre contrat s'arrête ici, je n'ai plus rien à discuter avec toi, nous passons à la vitesse supérieure. Voilà ce qu'il me dit. Je lui dis, non, vous ne pouvez pas faire ça, permettez-moi. À peine ai-je tourné le dos que l'assaut est lancé. Ok. Voilà ce qui s'est passé hier. Voilà, on a vu les images. Camille Ateba, vous avez sûrement regardé ces images hier. Non, je n'ai pas seulement regardé les images. Oui. C'est Vous étiez... toute la corporation qui a été affligée par du moins choquée par le décès de ce jeune collègue. Il était dans de bons temps que nous lui rendions commenter cette affaire sur le prisme de la logique de la vie sociétale, la vie sociale et dans notre quotidien de tous les jours. Vous savez, nous vivons dans un environnement tellement lourd et tellement difficile où les soupçons sont vus dans toute action qui peut être menée. Justement. Et ça crée donc une atmosphère qui n'est pas très bonne. Parce que même le citoyen lambda, au jour d'aujourd'hui, ne saurait se sentir seul dans une république comme la nôtre qui devient de plus en plus violente et qu'on pourrait qualifier ici d'un état de police qui voudrait qu'on ne puisse pas permettre à des personnes d'organiser ne fût-ce qu'une cérémonie funèbre parce qu'on soupçonne en dessous de cela
une déstabilisation ou un complot contre l'État du Cameroun. Camille Ateba, permettez, justement le débat depuis ce matin, des personnes pensent que vous avez chanté là-bas zéro élection. Qu'est-ce qu'il en est? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Attends, vous blaguez ou quoi? Non, je vous pose la question. Monsieur Otou, excusez-moi, mais vous n'allez pas énerver les gens comme ça. Non, je vous pose la question, je reprends. Alors, écoutez, calmez-vous, je suis le porte-voix de ce qui se passe. Oui. Je reprends ce qui se dit. Oui. Alors, est-ce qu'on a chanté? On a chanté de la question. Si vous ne pouvez pas répondre, je vais demander à l'autre. Alors, monsieur Otou, pourquoi vous parlez de déstabilisation? Monsieur Otou, je suis en train La de... déstabilisation, c'est par rapport à quoi? Nous n'avons pas chanté... Voilà, vous me répondez comme ça. Vous me répondez comme ça. Non, je ne m'adresse pas à vous personnellement. Non, vous me répondez comme ça. D'accord, nous n'avons pas dit zéro élection là-bas. Vous voyez un peu comment... Vous n'avez pas couru les réseaux sociaux depuis hier? Non. Vous savez là où j'étais depuis hier? Allez-y, allez-y. Ok, donc je disais, nous n'avons pas chanté cela. Nous chantions la gloire de Tchomi Tchankounté, la gloire de l'enseignant. Et ce que nous avons dit, ceux qui n'étaient pas enseignants, nous avons dit, par exemple, en ce qui concerne les policiers, nous leur avons dit, ils n'étaient pas policiers, ne vous mêlez pas de ça. Nous n'avons pas chanté des chansons relatives aux élections ou à la politique. Vraiment, et je vous en prie, déjà, monsieur Otou, c'est pas entre vous et moi, ok, parce que le temps est en train de monter, c'est parce que je n'arrive pas à croire qu'on nous attribue des choses de ce genre. Il faudrait que les uns et les autres essaient de comprendre dans ce pays que lorsque ça ne va pas, les gens ont le droit de dire, d'avoir l'honnêteté de dire que ça ne va pas. Et hier, les enseignants, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils demandaient le respect de l'enseignant, ils exigeaient la protection de l'école, ils exigeaient le respect des textes qui permettent à l'enseignant d'être épanoui et de bien faire son boulot. Justement, vous avez répondu dans la question. Camille Ateba, vous avez suivi ces commentaires dans les réseaux. Vous êtes dans plusieurs groupes. Vous avez, il y a cette discrétion, hein, cet élément qui a fuité ce matin. Oui. Et des enseignants, même comme vous, soutiennent cette thèse. On ne va pas les citer ici. C'est une curiosité quand même, parce que lorsque vous appartenez à une corporation comme la nôtre et que la cérémonie d'hier, ils disent même que vous ne deviez pas porter la toge, n'importe, vous connaissez, Camille Ateba. C'est une curiosité totale, et je me suis même, je puis dire, je me suis mis en colère contre certains parmi eux, parce que je comprends que certains parmi nous sont désormais tellement politisés que même lorsque la corporation est en danger, on voit le politique partout. Ouais. Et c'est pas bon. Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, quelqu'un me dit ce matin que le port de la toge, hier, n'avait pas sa place. Voilà. Je ne comprends pas. Il faut célébrer. C'est un enseignant qui dit. C'est une cérémonie, si vous permettez, c'est une cérémonie funèbre où nous rendons un hommage à un collègue enseignant. Comme ça se voit partout. Et la position que nous voulions organiser, c'était juste pour le raccompagner, lui donner ses honneurs académiques qu'on devrait lui donner. Et le parcours que nous avons emprunté, avec l'accord de monsieur le gouverneur, lorsqu'il a ouvert le portail, nous permettait, comme le collègue vous a dit, de nous arrêter au niveau de l'ENS. Et à ce moment-là, la suite du programme continuait. Et par la suite, on pouvait rattraper la famille, ça et là, pour la continuité des obsèques. Mais il y a eu une telle passion et des fausses informations qui ont circulé ça et là dans le groupe même, et ont amené une certaine opinion à penser que nous étions manipulés. Voilà. Les enseignants que nous sommes, je doute fort que nous ne puissions pas faire la part des choses lorsque nous sommes dans une situation aussi délicate. Nous sommes tous Camerounais et nous savons ce que traverse le pays en ce moment. Pensez-vous véritablement que ce soit aux obsèques d'un jeune collègue sorti à peine de l'école normale supérieure et à peine intégré que nous allons profiter pour mettre en exergue nos revendications? Je pense que c'est faux. Alors, la moralité qui se dégage ici, c'est que le tissu social dans son ensemble est détruit au Cameroun. Ça, il faut le dire. Dans le système éducatif camerounais, il y a ce qu'on appelle la communauté éducative, qui est composée de l'État, qui est composée des parents d'élèves, qui est composée des enseignants que nous sommes et des élèves. Alors, si sur toute cette strate, il y a un levier qui manque à ses responsabilités, toute la chaîne est détruite. Peut-être tout à l'heure, je reviendrai détail par détail, stade par stade, pour vous expliquer. Et là, vous comprenez pourquoi le tissu social est détruit aujourd'hui et nous conduit à toutes les dérives sociales que nous connaissons aujourd'hui. Sosten Medaliport, est-ce que vous comprenez, entre guillemets, cette récupération faite par des hommes politiques, hein, surtout des enseignants qui, d'un certain bord,
qui pensent que derrière ce mouvement, il y avait autre chose. Mais, je ne suis pas très surpris par cela, il faut le dire sincèrement. J'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, même Facebook, un certain type de messages disant, où on stigmatisait d'ailleurs le parti politique auquel j'appartiens, le MRC. Heureusement qu'ils sont ici. Ils sont ici en plateau. Toujours. Moi, c'est la première fois que je rencontre M. Bessala. Il est... Camille, lui, on s'est rencontré en autre lieu pour des raisons professionnelles. Ça n'avait rien à voir avec, d'ailleurs, la politique. Je tiens à dire ici que, effectivement, j'ai vu quelqu'un qui est particulièrement zélé sur les réseaux sociaux et qui passe le temps à tirer sur les autres. Par contre, le politique ne peut ne pas évoquer ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, c'était une affaire publique. Et puis, je dois dire que moi d'ailleurs aussi, en tant qu'enseignant, quand j'essaie de voir que quelqu'un d'aussi jeune que celui-là, en début de carrière, il n'a pas encore son salaire. Il pense qu'il peut, de temps en temps, survivre. C'est un homme, il est déjà grand, il n'ira pas demander à ses parents un peu de sous pour aller, je sais pas quoi, un petit divertissement. Et qu'il est assassiné froidement comme ça, par l'un de nos enfants, je dis bien nos enfants, parce que cet enfant qu'il a assassiné est bel et bien un Camerounais. Il est bel et bien le produit de la société camerounaise. Mais comment en est-on arrivé là? Encore est-il que si nous évoquons le cas de celui-là qui a assassiné Tchakounté, Brice, on se rend à ce que M. Bessala était remonté. Certainement, ce n'était pas contre vous, mais c'était contre, en fait, ce type de choses qu'il a entendu, alors que je ne suis pas sûr que, même politiquement ou idéologiquement, qu'il soit peut-être proche de la famille politique à laquelle moi j'appartiens, et qui a été stigmatisé à cette occasion. Comme si... mais de quoi a-t-on peur? Ayons plutôt peur, en réalité, de ce que nous faisons dans la société. Qu'est-ce que nous voulons faire de la société camerounaise? Un enfant né au Cameroun, il n'a, à l'âge préscolaire, on n'a même pas le temps, ou alors une cousine ou un cousin ou une nièce venue du village, ou appartenant à une autre strate sociale, pas exactement la même, parce que ça commence à se compliquer à ce moment-là. Et voilà comment cet enfant-là, effectivement, il est là. Il peut arriver que, entre-temps, la mère ou le père, l'un d'entre eux a un problème de travail, peut-être perd son travail, donc n'a pas d'argent, et puis peut-être sans suivre d'autres types de problèmes. J'ai appris que pour le cas de cet enfant-là, il n'était pas psychologiquement très bien dans sa tête, stable. Sa maman aurait d'ailleurs fait ce témoignage, que c'est un enfant qu'elle a eu, selon elle, lorsqu'elle se croyait déjà ménopausée, et que son père n'était pas là. Donc, l'éducation du père, vous savez, c'est le père et la mère. Il manque l'un des parents, il y a un déséquilibre. Lorsque c'est monoparental. Oui, il faut quelqu'un, ou il faut une autre personnalité forte pour combler ce vide-là. Dès que ça manque, or, de plus en plus, on a des familles monoparentales. Ce n'est pas comme déjà dit, il y a encore peut-être 50 ans ou 60 ans, au Cameroun même d'ailleurs, le problème des familles monoparentales ne se posait pas en tant que tel. L'enfant qui naissait dans la famille de son grand-père maternel appartenait bel et bien à cette famille maternelle, et on l'éduquait tel quel, convenablement. C'est-à-dire qu'avec le même encadrement. Or, qu'est-ce qui arrive? Voyez-vous, cet enfant, donc qui grandit, et qui vient, qui menace son enseignant depuis longtemps. Au vu aussi de tout le monde. Ça nous rappelle aussi au lycée de Deido à Douala. Ils entrent au lycée avec des téléphones portables, avec des couteaux, avec des poignards. Si le port d'armes, quand les armes vont commencer à circuler, on les verra avec des PA à l'école. Et vous vous rendez donc compte, ils agressent les enseignants. Et bien entendu, je n'ai pas aussi apprécié, c'est toujours la même personne qui fait ce type de choses, qui allait accuser ce jeune enseignant d'avoir osé s'approcher de ce monsieur-là, de son élève. Non. Quand il y a mort d'homme, la première des choses à faire, c'est l'empathie. C'est la compassion. Ce n'est pas d'accuser la personne. Non, on ne le fait pas. C'est inhumain comme ça. C'est inhumain.
Donc, sur ce plan-là, bien entendu, et on a l'impression que ce même personnage, ou ces mêmes personnes, continuent de faire comme si, quelque part, vous avez bien fait, par hasard, moi je ne sais pas comment je rencontrerai ces personnes ici en plateau. Et voilà que je rencontre des enseignants, effectivement, de secondaire, qui sont jeunes, qui ont pris part à cette manifestation, et on ne s'est jamais rencontrés. Il faut éviter cela, de faire ce type de récupération. En revanche, je dois vous dire que nous, dans le parti auquel j'appartiens, le MRC, j'ai publié un communiqué pour la compassion à la famille et surtout demander à ce que la communauté éducative, les problèmes du système éducatif camerounais soient pris au sérieux. Parce qu'il y va de notre avenir. Le Cameroun des années 2050, c'est celui que préparent ou alors que moulent les enseignants qui sont ici avec nous en plateau, à la maternelle, au primaire, au secondaire et au supérieur. Oui. Il nous arrivait, même au supérieur, il faut faire preuve d'humanité, d'humanisme. Et cette façon de croire qu'on peut laisser les enfants à eux-mêmes et que l'enseignant peut être chosifié, peut être pris pour n'importe qui. Mais non, bravo à vous les enseignants, vous avez réussi à vous mobiliser du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans distinction aucune, sans discrimination aucune. Ce qui vous préoccupait, c'était rendre hommage à votre jeune collègue. Je dois dire ceci, la touche. Voilà, justement. La touche... Il y a un débat qui est né ce matin. Non, c'est un faux débat. Qu'on nous en excuse. La touche de l'enseignant a un caractère sacré. Le jour où vous devenez enseignant et qu'il y a de la solennité, l'élément fondateur, l'élément symbolique et même matériel, fédérateur même aussi, et même fédérateur si vous voulez, qui montre que vous êtes désormais un détenteur du savoir que vous devez transmettre aux générations futures, aux enfants, aux cadets, c'est aussi quand même cet habit-là. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est par le moine qu'on le reconnaît. C'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Et c'est pareil, le jour où il faut rendre un dernier hommage à un enseignant, du primaire, du secondaire, comme du supérieur. Il y a une exigence, lorsque vous allez vers le corps, vous inclinez, d'être en touche. Ça se fait à l'amphi 700. Nous le faisons à l'amphi 700. Ça se fait dans tous les amphithéâtres du monde entier. Ça se fait partout. Comment est-ce que l'on peut susciter un faux débat sur la touche qui montre que, veut-on nous dire que ce monsieur-là n'était pas un enseignant, diplômé de l'école normale supérieure de Yaoundé, et qui plus est, quelqu'un qui était déjà en cours d'intégration. Heureusement, même si ça arrive tard, qu'hier on a lu ce matin le chef de l'État camerounais. Il a parlé du lycée d'un Colbisson. Oui. Ah, belle précision. Un enseignant consensueux. Et pourtant quelqu'un... Le président dit un enseignant consensueux. Consensueux et plein d'enthousiasme. Du lycée d'un Colbisson. Quelqu'un qui est enseignant, oui, zélé, hyper zélé et proche de ceux qui aiment la répression, a semblé nous dire que c'était même pas un enseignant. Et vous voulez parler du ministre des enseignements secondaires. Et qu'il ne se... Cette dame-là, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Moi, je la connais depuis. Nous nous sommes rencontrés parfois dans les couloirs lorsque, d'un institut privé, d'une université privée, lorsqu'elle a dispensé également des cours. Comment est-ce qu'on peut aller jusque-là, jusqu'à renier le fait que celui-là n'était pas un enseignant, même s'il n'était que quelqu'un qui venait d'avoir son baccalauréat, mais qui avait été recruté pour consolider. Parce qu'effectivement, les effectifs... Oui, il y a un statut de vacataire. Comment peut-on en arriver là, effectivement? Or, là, effectivement, ça encore fait plus mal. Et il nous semble que le plus important ici, c'est de dire, comme les policiers qui se sont mis à frapper dessus hier sur vous, bien entendu, comme sur d'autres enseignants en compagnie supérieure, effectivement, il va dire, je vois mal l'un de ces policiers qui perdent la vie lors d'une opération, et on dit que son drapeau, son cercueil ne sera pas recouvert du drapeau de la République, ou alors qu'il ne sera pas vêtu de son uniforme.
Vous vous rendez compte? Ok. Donc, sur ce plan-là, bien entendu, c'est un faux débat. L'acte où j'avais sa place. Et d'ailleurs, dans le communiqué que je rends public, je précise que les enseignants étaient facilement identifiables. Oui. Parce que arborant, portant leur touche. Oui. Il y en avait du On primaire. pouvait les contrôler si Oui, jamais. oui. On pouvait les contrôler, les forces de maintien. Mais Oui, justement, ok. sur ce, le cadrage d'abord, Jacques Bessala. Alors, On a vu le communiqué du ministre des Enseignements secondaires, mais il y a eu une sortie du président de la République et son épouse pour dire que Diomitia Kounté, c'était le lycée de Colbisson. le président de la République vient de filer une claque à Madame la ministre. Je le dis avec beaucoup de brutalité comme ça. Parce Votre tutelle. Ah bah bien sûr, ce que je dis provient de la masse. Parce que la masse était remontée dès le tout premier communiqué de notre ministre. Ce n'est pas Bessala qui le dit. Bessala est à la tête d'une masse. Vous comprenez? Voilà d'ailleurs pourquoi les enseignants ont tenu à avoir le ministère comme point de chute. Comme pour lui dire que Madame la ministre, la communication que vous avez faite autour de ces obsèques a contribué à envenimer la situation. Ce que je vous dis provient de la masse. Ok? Ôtez ma tête, une autre tête viendra vous répéter la même chose. Alors, Léon dit, nous pouvons dire merci au président de la République d'avoir... Son épouse. Et à son épouse d'avoir... Il insiste, il est oui, dit, d'avoir... mon épouse et moi. D'avoir enfin honoré notre collègue. Nous avons été déshonorés hier pour avoir osé honorer notre collègue. Que les forces de maintien de l'ordre aillent pulvériser de l'eau et des gaz sur le communiqué, je veux dire l'adresse du président de la République. Alors, je vais chuter sur justement dans le même ordre d'idées. Aujourd'hui, je sors d'une réunion du séance de travail. Vous étiez convoqué. C'était une réunion de crise. À 13h dans les services du Premier ministre avec, secrétaire général. Avec le secrétaire général des services du Premier ministre. C'était une réunion de crise. Il a reçu le collectif des enseignants indignés du Cameroun afin que, nous fassions le point, que nous revenions en tout cas sur les événements d'hier. 2, que nous lui parlions des problèmes qui viennent de la masse. Que voulait dire la masse à travers la mobilisation d'hier? Et qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour trouver... sorry, je suis professeur d'anglais, les bilingues. I'm sorry, you know. Voilà, pour apporter des solutions aux problèmes. Alors, je peux déjà vous dire que en ce qui concerne les événements d'hier, le ministre, secrétaire général du service du Premier ministre a présenté les excuses du gouvernement par rapport à l'attitude des forces de maintien de l'ordre hier. Il a dit que c'est la conséquence d'un quiproquo au niveau de la communication qui aurait dû avoir lieu entre ces gens-là et nous. On espère que les activistes sur WhatsApp... Oui. Non, ils écoutent, ils sont là, ils regardent. Vous voyez l'élégance Voilà l'élégance dans la communication. C'est ce qu'on veut. Donc voilà ce que le SGPM nous a dit. Que vraiment, cela n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a eu quiproquo au niveau de la com. Il y a eu breakdown en communication et que vraiment le gouvernement regrette. Ça, c'est la première chose. Il a appelé à l'apaisement. Il sait qu'il y a des problèmes maintenant. Est-ce que nous pouvons parler des problèmes? Nous avons posé sur la table les problèmes. Je ne vais pas entrer en détail. Oui. Le tout premier problème, à l'immédiat, c'est la sécurisation de l'école. Puisque c'est cela qui nous a regroupés hier, par exemple. C'est la sécurisation de l'école. Que faut-il faire pour sécuriser l'école? Nous avons un draft 0 ici que nous lui avons donné. Et nous avons débattu là-dessus. Et il a accepté ce draft sur la sécurisation de l'école selon les normes standards, pour ne pas dire modernes. Il a dit, ceci est adopté, c'est-à-dire une école, ça doit ressembler à quoi d'abord? Et qui doit prendre part à la sécurisation de l'école? Vous avez la société, les FMO, vous avez les services, les spécialistes du ministère de la Santé, vous avez les services des affaires sociales et tout ça. Comment dire, c'est un collège d'intervenants et une batterie de mesures qu'il faut mettre en marche, en place, pour que l'école soit sécurisée. Nous avons évoqué le fameux statut particulier de l'enseignant. Nous lui avons dit que la masse en a profité pour dire que ici, voilà ce qui va gâter les choses. Il nous a parlé très sincèrement, il nous a dit que il est question pour le gouvernement de se réunir
et d'évaluer le coût. Ils ont conscience de cette urgence-là, mais en toute honnêteté, il faut évaluer le coût des avantages qui nous sont dus dans ce statut particulier, entre autres, bien entendu. Nous avons évoqué le Forum national de l'éducation, les États généraux, tout ce que vous voulez, et à cela, il a répondu que il faudrait peut-être permettre que le calme revienne dans nos zones du NOSO, Northwest, Southwest, que le calme revienne là-bas afin de convoquer tout le monde, du moins, c'était ses arguments là-bas. Mais cela nous a beaucoup interpellés en tout cas, c'est-à-dire la communication, oui, la communication qui va avec. Statut particulier de l'enseignant, très bientôt il y aura, comment dire, une sorte, des états généraux, des colloques, tout ce que vous voulez. Encore que lundi, j'ai reçu l'appel des services de Madame la ministre des enseignements secondaires. Nous tiendrons également une réunion de crise avec elle lundi, et il y a un colloque en vue. Du moins, ce que je voudrais faire comprendre aux collègues ici aujourd'hui, c'est que les lignes vont bouger. Ces gens, ils ont pris acte de la gravité de l'affaire, ou du moins la profondeur de la frustration qui anime, qui habite les enseignants en ce moment, en ce qui concerne tous les points que j'ai voulu soulever ici. Alors, les lignes vont véritablement bouger, nous veillons au grain. Ok. Voilà, nous n'allons pas nous prêter, avec votre permission, Monsieur Otou, nous n'allons pas vous prêter, nous prêter au jeu politicard. Et j'ai découvert, grâce à Equinox, et grâce sur la base des éléments, des informations que j'ai reçues ici, je suis désolé de le dire, dans notre corporation, il y a des enseignants et des enseignards. Qui est enseignant, vous en avez parlé ici. Qui est enseignard, vous savez qui c'est. Je ne vais pas rentrer en profondeur. Merci. Ok, et Camille Atepa, revenons sur cette sortie du couple présidentiel par rapport à la première sortie du ministre des Enseignements secondaires. Vous savez, lorsque vous regardez l'enchaînement des événements, l'hommage académique qui est complètement refusé, le proviseur du lycée de Colbison qui refuse qu'il lui soit rendu cet hommage-là en Colbison, les enseignants qui ne peuvent pas aller assister à la levée de corps, les élèves qui ne peuvent pas aller. Heureusement que Jacques Bessala a dit qu'il y a quand même, entre guillemets, des rebelles qui sont allés dessous. Comment vous regardez tout ça, ce comportement-là? Le ministre des Enseignements secondaires qui n'est pas à la levée, comment vous regardez tout ça? Je vois et la sortie du couple présidentiel qui tombe aujourd'hui. Non, concernant le ministre ou alors l'ensemble du gouvernement, d'abord, au sujet de tous ces soubresauts que la corporation enseignante connaît depuis un certain temps. Parce que ça ne dégénère pas seulement lorsque le collègue Johnny Tchakounti décède. Entre-temps, il y a eu des préalables. Il y a eu une institutrice qui s'est fait tabasser par un militaire à Bafsam. Il y a tout un sous-préfet qui a humilié un enseignant en lui demandant de se mettre à genoux devant son élève du groupe préparatoire. Nous connaissons les événements d'Ayos. Donc vous comprenez que nous étions dans un cycle où nous-mêmes nous avions l'impression qu'il y a un diable qui a pris possession du milieu socio-scolaire au Cameroun. Alors en ce moment, il fallait déjà que l'autorité de l'État, qu'on nous vante aujourd'hui que le sous-préfet c'est l'autorité de l'État, mais l'autorité de l'État réellement devrait donc sortir pour frapper du poing sur la table et restaurer l'enseignant dans sa dignité et dans son charisme. Alors ces discours ou alors ces messages d'apaisement qui arrivent au jour d'aujourd'hui sont bien, mais on est au regret de constater que ça arrive lorsque nous avons déjà sorti, nous avons déjà reçu des bosses sur le visage et que c'est déjà apparu. Quel est ce pays où nous allons toujours passer le temps à résoudre des situations sans les anticiper? C'est lorsque des faits sont déjà posés et que les gravités sont constatées qu'on essaye de faire un saupoudrage pour montrer que vraiment on vous accompagne, on vous soutient, on est au courant de tout et puis on vous s'excuse. La police ne devrait pas. Qu'est-ce qu'on fait de l'humiliation que nous avons subie hier? Ce matin encore dans un lycée de Yaoundé, dont je vais taire le nom, il y a un élève de première qui dit à son enseignant pendant la pause: Monsieur tel que je vous ai vu tabasser hier, vous faites tabasser hier par le bir, ça ne m'inspire pas votre corps de métier. Vous voyez ça? Jusqu'à quel niveau on a humilié tout un corps de métier pour des considérations politiques? Encore que dans une corporation, nous sommes des hommes politiques, mais quand nous parlons de notre corporation, on met de côté cela.
J'ai suivi certains dans des forums dire qu'il y avait des militants du MRC, mais il y avait aussi le RDPC dedans, il y avait aussi le PCRM dedans. Moi je suis du PCRM. Il y avait l'UPC. Il y avait l'UPC. Le SDF. C'est ça. C'est ça. On a limité au MRC. Comment? Ils ont limité au MRC. Ils ont bon du moins, c'est comme moi j'ai vu, on a fait un cercle sur un militant. Arrêtons de jouer. Il faut, mon frère, évitons une seconde. Mon frère, voici des choses que j'ai entendues, des aberrations. J'ai entendu des gens dire, Bessala, toi étant Betty, comment fais-tu pour aller soutenir un Bamileke? Je leur ai dit d'arrêter leur sorcellerie. Ah bon, on n'attaque pas la corporation. La corporation, c'est le vert ou jaune. Vous voyez un peu, c'est ça, c'est le drapeau. On ne s'amuse pas avec. Quand vous avez en face de vous le drapeau, vous cessez d'être bêtis, tout pourri et tout ce que vous voulez là. Vraiment, laissez les enseignants tranquilles avec cette sorcellerie. Je m'adresse à ces enseignants-là qui, par faim ou je sais pas moi, trop quoi, sont prêts à sacrifier la corporation. Arrêtez votre sorcellerie. Ok. Camille. Donc, je terminais en disant que l'État, quelque part, a manqué dans beaucoup de choses. C'est la résultante d'un ensemble de manquements. D'abord, à partir du moment où, au niveau de l'éducation de base, l'enseignement primaire si vous voulez, on a proscrit l'usage du fouet. Et on a proscrit tout service corporel envers l'enfant. Vous êtes pour un retour de tout ça? Nous avons été éduqués dans ce sens et je ne pense pas que nous sommes assez mal dressés dans cette société parce que nous serons passés par là. Et les enfants d'aujourd'hui sont tellement futés lorsqu'ils savent... Vous voyez la réaction sur le plateau, hein, Camille? Lorsqu'ils savent que l'enseignant ne peut pas agir d'une certaine façon sur lui, il a comme un déçu qui l'habite. Il y a aussi la dilution des contenus d'apprentissage. Parce que vous voyez, à un moment donné, la moralité a disparu, le civisme a disparu. Autant de fautes, autant de coups. On a dilué les contenus d'apprentissage et maintenant on a introduit des mécanismes qui voudraient qu'on ait un produit minime ou alors dilué et faible au niveau du secondaire, parce qu'à partir du primaire, avec cette histoire de promotion collective, quel est le produit que nous dégageons de là pour envoyer au secondaire, par exemple? Quel est le produit que le secondaire envoie au supérieur? Et quel est le produit que le supérieur envoie dans la société camerounaise pour l'épanouissement et l'éclosion de notre République? Résultat des courses, nous avons certains de nos élèves qu'on reconnaît dans l'administration publique qui ont des difficultés parfois de bienséance. Je n'entre pas dans les civilités décrites. Les bienséances, c'est savoir se tenir, la posture, les savoir-faire, les savoir-être, les savoir-devenir, leur manque. C'est l'enseignant qui devrait inculquer ça à l'enfant. Et cet enseignant qu'on ridiculise au jour d'aujourd'hui parce qu'on a politisé tout au Cameroun. Et je vous dis, les parents qui ont tout abandonné à l'enseignant, c'est une erreur grave. Parce que l'enseignant est comme un instructeur. Il transmet les savoirs. Mais déjà, ce qu'on appelle l'éducation de base part de la maison, du socle de vie, du biotope dans lequel nous sommes nés. Alors si un parent ne peut pas éduquer son enfant, il vous dit un enfant de 7 ans, cet enfant m'a dépassé. Comment un enfant de 7 ans peut vous dépasser, chers parents? C'est compliqué. Vous nous envoyez dans des produits détruits comme ça, exposés à tous les services de la vie, drogue, consommation de drogue, et ainsi de suite, pour que le pauvre enseignant se décarcasse, lui déjà, qui a des problèmes dans sa corporation, dans le sens où il n'y a pas de profil de carrière, il n'y a pas des primes de ceci, il n'y a aucune visibilité au niveau de la politique des affectations, et donc tout ça. Et vous ramenez encore ce genre de choses pour que l'enseignant devienne ce suicide. C'est pas sérieux. Je m'interroge à quoi avaient servi les États généraux de l'éducation à une certaine époque. Et il y a lieu de repenser cela. Parce que ça va de mal en pire, monsieur Otto. Ce qui s'est passé hier n'est que le paroxysme d'un ensemble de faits qui bouillonnaient déjà. Et nous nous sommes montrés très réservés. Et si tout ce qui est arrivé hier est arrivé, c'est justement parce que certains esprits ont voulu que ce soit ainsi. Très bien. Donc nous n'assumons rien de tout ce qui s'est passé hier. Justement, Sostan Meder-Lipot, comme il dit que certains esprits ont voulu que ça tourne ainsi parce qu'on y a vu le politique derrière. Oui. Alors que la situation était simple, on parle d'hommage, une espèce de procession. Pourquoi le politique s'est vite invité à ces hommages à Djomi Tchakounte? Vous savez, en principe, la loi est impersonnelle, elle est générale. Et
C'est tous les week-ends au Cameroun pratiquement, c'est devenu un phénomène de mode. Avant les années 70, même en semaine, il y avait des enterrements. Hein. Oui. Je me souviens encore, on s'en souvient. Voilà. D'abord les morgues ne pullulaient pas, et puis après 2 ou 3 jours maximum, on enterrait la personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire que lorsque les gens portent le deuil? C'était le nombre, comme m'a dit Jacques Bessala. Vous étiez combien? 6 000, 5 000? Non, 9 000 ou 10 000 par là. C'est le nombre qui a rendu certaines personnes frileuses? Oui, et puis ils sont habitués à résoudre tous les problèmes avec le fouet. Ils ont un marteau, ils ont tendance seulement à taper sur le clou. Et le clou, c'est qui? C'est le corps social, auquel appartient aussi le corps enseignant. Ou alors les enfants et les parents. Ou alors les politiques. Comment se fait-il que quelqu'un puisse décider? J'ai lu quelque chose de pertinent écrit par quelqu'un sur les réseaux sociaux. Toujours. Ce matin. Il y a aussi du bon. Il y a aussi du bon là-dedans. Il disait, il espère que ces policiers qui ont maltraité les enseignants hier enverront leurs enfants ce matin à l'école. Face à des enseignants. Je n'y pense pas très vite moi-même, et puis ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Vous qui avez frappé hier sur les enseignants, qui les avez gazés, est-ce que vos enfants sont allés ce matin à l'école? Très bien. Le politique doit intervenir en amont, comme en aval d'ailleurs. Et c'est quoi pour lui? C'est d'organiser le corps social de façon à ce que, c'est ce que je disais au début de cette émission, que l'école par définition, c'est un milieu clos. C'est un milieu clos. Inviolable. Inviolable. Article 27. En principe, alinéa 1. oui, en principe, chaque école, qu'elle soit maternelle, primaire, ou école de toute forme de rite, on peut dire, qui participe de l'école, de la formation de l'homme, c'est clos. Ni entre, pareil pour l'université, que celui qui est géomètre. À l'université, comme au lycée, au collège, comme à l'école primaire, et même à la maternelle. Il y avait conditions pour cela. C'est un environnement clos. N'importe qui ne doit pas y accéder. Et maintenant, est-ce que les gens ils sont en sécurité? Il faut y veiller. Est-ce que du fait d'une simple blessure, on remarque aujourd'hui, je crois que vous êtes censeur, n'est-ce pas? Non, je suis professeur. Ah, vous êtes professeur. Sur le terrain, oui. Dans la plupart des établissements scolaires aujourd'hui, d'enseignement secondaire et même d'université, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'infirmerie. Infirmerie. S'il y en a même, elles sont Et même lorsqu'il y a Le lycée d'Aïdo. l'infirmerie, une infirmerie, effectivement, parce que imaginons des enfants en train de jouer au football, au handball, au volleyball, et puis un choc, ou alors un enfant est atteint d'un accès palustre. Il y a des moments où, effectivement, il faut qu'en situation d'urgence, on intervienne. Or, c'est les infirmiers, effectivement, qualifiés pour cela, pour les enfants ou pour les écoliers qui doivent intervenir, pour les étudiants. Rien dans ce sens. La sécurité a foutu le camp également. Et il semble que même dans les programmes, on a vu aussi les contenus, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore dans les écoles primaires du scoutisme? Parce que nous, à l'école primaire, on a aussi introduit le scoutisme. C'est-à-dire, au-delà de l'éducation civique ou de l'instruction civique, Oui. il y avait le scoutisme. Oui. Baden Powell. Qui, en même temps encore, vous ramenez l'enfant, même le plus, j'allais dire, le plus crapule, à la raison. Et quand ça n'allait pas, son papa lui disait, ou sa maman lui disait, on vous amènera à Bétamba. Oui. Il y avait non rééducation. Oui, pour la rééducation. Okay. Pas la prison, la rééducation. Ok, merci. Façon. Merci, on revient après le journal. Le temps d'aller à Douala où nous attend Nadine Yambo pour le 20h. Nous sommes bien évidemment vendredi, madame, monsieur. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités. Bonsoir Douala. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Retour sur le plateau Equinoxois, deuxième partie consacrée comme ça au débrief du journal. Un seul titre, on va comprendre comme ça, on va parler des accidents. On sait que de plus en plus, il y a des morts sur nos axes routiers. Objet donc de cette deuxième partie, toujours en compagnie de Sosten Meda Aliport, et il nous a rejoint Martial Mikimikin, et il est là, Camille Ateba. Bonsoir à vous. Camille Ateba. Le ministre dit qu'il faut diminuer le nombre d'accidents sur la route. Et on parle de 40 centres techniques au Cameroun. Oui, c'est un vœu. Mais maintenant, il faut donc mettre conséquemment la logistique nécessaire qui accompagnera la matérialisation de ce vœu. Parce que nous sommes habitués désormais à des slogans creux ou alors à des ambitions creuses qui sont donnés comme ça à tout vent pour paraître bien devant les caméras de télé. Mais dans l'efficacité et dans la réalité des faits, il n'en est rien. Moi, je m'indignais encore, il y a de ça quelques jours, j'étais à Douala. Au moment où je rentrais, c'est mon voisin de siège qui attire mon attention en me disant, mais tiens, voilà les pneus? Pas les pneus, les flasheurs là, qui sont là pour les radars. Les radars, voilà. Ils ont mis des radars automatiques là, ils les ont sécurisés à travers une ferraille. Mais tous ces radars sont détruits. Vous avez l'impression que c'est un coup de feu qui est passé par là. Et tous les radars... C'est pas un acte Moi, je pensais à par un exemple acte criminel parce que tous ces radars avaient le même impact. Ah oui. C'est-à-dire au niveau de cette vitrine. C'est comme si c'était un coup de feu qui est passé par là. Et ainsi de suite. Oui. Vous voyez donc que... On fait ça selon vous? Moi, je pense ça pour des actes de vandalisme. Je ne saurais désigner X ou Y personne ici. Oui. Mais déjà, c'est pourquoi vous allez entendre, on ne parle plus trop de ces radars-là automatisés, là, alors qu'à l'époque, on faisait une publicité là-dessus, il n'y a nul autre pareil. C'est dire que c'est des bonnes mesures, c'est des bonnes ambitions, mais cependant, il faudrait donc maintenant mettre des mécanismes d'accompagnement pour pouvoir mettre ces ambitions, ces vœux-là en pratique. Nous nous réjouissons déjà du centre technique que nous avons vu tout à l'heure et connaissant aussi ce que nous vivons avec les centres techniques qui délivrent parfois des fausses attestations de visite technique. C'est-à-dire que sans qu'il y ait la visite. Et quand il y a accident, on se rend donc compte que le véhicule est défaillant, mais le conducteur vous présente quand même une attestation de visite technique. Okay. C'est des réalités du Cameroun et c'est très malheureux. Martial Mikimikin, comment c'est faisable ça? Qu'un véhicule entre et qu'on lui délivre un certificat sans qu'il n'ait été entre guillemets examiné, pour parler de manière triviale? Avant de répondre à votre question, permettez-moi que je vous dise d'abord que les différences automobiles représentent 20% des accidents sur la route. 20%. Et la situation qu'il décrit est exacte. Que à l'issue de la concession de contrôle technique aux opérateurs privés, il s'est trouvé qu'il y avait des dérapages. Et nous, au niveau de la société civile, nous avons engagé un plaidoyer qui consistait à mettre en place une régulation, comme c'est le cas au téléphone, l'électricité. Et nous sommes heureux qu'au bout de 3 ans, qu'on mette en place une structure chargée de contrôler la sécurisation du processus de contrôle technique et la sécurisation de l'édition de la vignette de certificat de contrôle technique. Parce que, effectivement, ce qu'il dit est vrai, il est arrivé qu'il y ait eu à plusieurs niveaux de dérapage. La première, il y avait des fausses vignettes automobiles qu'on peut faire au quartier. La deuxième chose, c'est qu'il y avait des véhicules qui n'allaient pas dans le centre de contrôle. Est-ce que c'est le citoyen là qui avait ça au quartier? Mais c'est un système. Nous sommes tous responsables. Oui. Quand un chef d'entreprise de transport réunit 50 cas de visite, envoie dans un centre avec l'argent et ça se passe une complicité collective. Mais c'est pour cela que nous, au niveau de la société civile, nous nous réjouissons de l'avènement, de la mise en place de cet outil qui va maintenant permettre à ce que dès que votre véhicule entre dans un centre de contrôle technique, il est systématiquement géolocalisé, il est photographié et on a la possibilité de vérifier si votre carte grise est authentique. Ça, c'est très important. Deuxième chose, on va maintenant s'assurer que les 12 points de contrôle ne seront pas validés manuellement, comme c'était le cas contre quelque chose. Maintenant, ça va être automatique. Et non seulement c'est validé dans le centre de contrôle technique, et c'est contre-validé dans le système de processus de contrôle de certitude, donc qui se trouve quelque part, mais qui est lié par le système de nouvelles technologies.
Donc, ce qu'il a décrit, je pense que ça sera un souvenir lointain parce qu'aujourd'hui, nous avons 4 centres de contrôle technique qui sont déjà équipés et compatibles. Et c'est l'occasion pour nous de demander aux autres patrons des centres de contrôle qui sont réticents. Parce que vous savez, le changement a des réticences. Oui. Parce qu'on les habitudes, on la peau dure. On la peau dure. De rejoindre cette mouvance pour l'intérêt des conducteurs. Et nous pensons aussi que ceux qui sont en possession de leur véhicule doivent aller naturellement dans les centres de contrôle parce que ça vous coûte moins de 15 000 francs et on vous donne bien sûr votre véhicule. Vous ne perdez pas grand-chose. Vous ne perdez pas grand-chose. Et je voudrais ajouter, comme vous donnez l'opportunité, que quand vous allez souscrire une police d'assurance, on ne vous exige pas de certificat de contrôle technique. Mais dès que vous avez fait un accident, l'assureur veut d'abord constater il regarde ça, que vous avez un certificat une vignette valable. Et si elle n'est pas valable, elle décline sa responsabilité. Et c'est pour cela que notre mission, c'est d'attirer l'attention des automobilistes qu'il y a une nouvelle donne en place et que même ceux qui avaient des certificats de contrôle technique doivent repartir dans les centres. Vraiment, ça ne coûte rien. C'est une fois tous les ans pour les véhicules particuliers, 4 fois par an pour les taxis, 2 fois pour les camions. Vraiment. Vous dites combien de fois pour les particuliers? Pour les particuliers, c'est 1 fois par an. 1 fois par an. Oui. Les taxis? Les taxis, c'est 4 fois par an. C'est-à-dire chaque semestre. Et pour les camions et les bus de transport, 1 fois chaque semestre. Est-ce que vous avez déjà vu les camions dans les centres de contrôle? Et c'est pour cela que je me félicite. Ah, il n'y a pas de visite technique pour les camions? Mais quand vous regardez l'état de nos camions qui roulent, vous vous rendez compte que... Mais pourquoi on les doit faire Non, justement, c'est là que ce nouvel outil vient quand même changer la donne. Et nous devons nous féliciter de ça. Je vais interroger pourquoi on les fait. Lorsque vous regardez le parc, vous vous placez peut-être devant notre immeuble, là, vous regardez l'état des véhicules qui passent. Oui, alors qu'il y a des centres. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a un problème quand même qui se passe. On ne fabrique pas de véhicules au Cameroun. Oui. Nous n'en fabriquons pas, nous en importons. Mais de quelle qualité? Ailleurs, d'autres ont imaginé quelque chose pour le renouvellement du parc automobile qu'on appelle prime à la casse. Prime à la casse. Après 4-5 ans, si vous on encourage des gens à... Oui, acheter de véhicules neufs. Oui, véhicules neufs. Or, chez nous, la politique publique actuellement en vigueur, et notamment dans son application au ministère des Finances à la douane, décourage plutôt les gens à acheter des véhicules neufs. Plus votre véhicule est neuf, davantage vous dépensez au niveau de la douane. Alors que ça devrait être l'inverse. On peut donc concevoir une sorte d'élargissement de la fiscale douanière qui fasse à ce que c'est les véhicules vieux qui coûtent plus cher en réalité. Pour décourager les gens. Pour décourager. Parce que si 20% des accidents sont causés par les véhicules, du fait des véhicules, et les routes. Mais voyez-vous, l'autoroute Douala-Yaoundé, ou plutôt Yaoundé-Douala, on aurait quand même pu commencer par Douala, parce que c'est la capitale économique pour remonter. Bon, ça vous peut-être l'avantage des populations riveraines de Yaoundé, mais à peine 40 km sur... Bitumen. Oui, bitumen. Et c'est vrai que déjà, les usagers, en fait, s'en servent déjà, mais il y a un problème. La qualité des routes, la qualité de nos routes, la plupart également des personnes qui sont actuellement pieds à leurs âmes dans nos morgues, y compris certains de nos amis, c'est suite parfois à un accident. Suite à un accident et parfois des morts naturelles et d'autres fois des morts douteuses. Ok. Voilà. Je crois que vous imaginez que j'évoque ici. Il y a un problème quand même ici. Que font les pouvoirs publics pour qu'on ait des bonnes routes? Voyez-vous Yaoundé? Yaoundé actuellement, c'est un nuage de poussière terrible. Donc au-delà des routes très poussiéreuses, ou qui n'existent pas effectivement, c'est aussi des maladies. Un conducteur au volant de sa voiture peut aussi être affecté ou perturbé par l'état de l'environnement. Une route poussiéreuse, ou alors... provoquer un accident. Oui, provoque un accident. Un moment de concentration perdu, une demi-seconde, un quart de seconde, et c'est fini. Donc il faut faire très très attention sur ce plan-là. Bon, les centres de contrôle technique, c'est très bien s'ils sont modernisés. Mais j'avais l'impression de suivre un film tout à l'heure, donc beaucoup plus de la fiction. Et même lorsque l'expert parle ici, vous savez les pratiques des Camerounais, qu'est-ce qui va les dépasser là? Qu'est-ce qu'il dit déjà que les camions, ils passent pas de ce côté? Les contrôles techniques, attends,
Et qui est propriétaire de ces camions? Ce ne sont pas des pauvres gens. Ce sont des millionnaires, des milliardaires et des pontes du régime qui sont propriétaires de ces camions, qui ne payent rien, qui ne font pas de visite technique et qui écrasent parfois, déciment des familles entières, comme récemment à quelques centaines de mètres d'ici, l'Equinox Yaoundé, où un couple, un jeune magistrat et son épouse et son enfant, je crois, oui, le beau-père et le beau-père, tués d'un seul coup. Et personne n'accuse là la visite technique. On dit non seulement c'était un chauffard. Non, pas seulement le chauffard. Le véhicule lui-même, le propriétaire a-t-il pris soin de faire ce qu'il soit en bon état? Et l'État, dont nous sommes des contribuables, a-t-il mis tout de son côté pour que ce véhicule-là soit de bonne qualité? Il y a un problème. Allez voir seulement de visu la plupart de ces véhicules. En fait, c'est les engins de la mort. Ok. Et ça fait peur. Et voyez-vous, sur ce plan-là, on ne peut pas penser que seules ces machines et ces ordinateurs sophistiqués, et les 12, c'est combien? 12 points de contrôle? Et les 12 points de contrôle sont suffisants. Dès qu'il y a un cerveau camerounais dedans, dans cette chaîne-là, effectivement, un seul, au début ou à la fin de la chaîne, effectivement, tout cela, ça passera à côté. Donc, voyons ce qui arrive. Il y a un ministre, dommage qu'il est en prison, il était ministre de la Défense, et quand il est arrivé au ministère des Transports, il a voulu revoir les taxis à Yaoundé. L'état des taxis à Yaoundé, je ne sais pas s'il y a une capitale d'Afrique qui a des taxis dans un si mauvais état. Oui. Tout simplement parce qu'effectivement, on ne vend pas aux gens des véhicules neufs, et on n'encourage pas aux gens d'acheter des véhicules neufs. Or, le on là, c'est qui? C'est l'État, c'est le gouvernement, dont la politique publique en matière, bien entendu, du développement du parc automobile ou alors du réseau routier est inadéquate, elle est inopérationnelle, elle est dangereuse. On pense à l'argent, mais on oublie les vies humaines qui sont plus importantes parce que ce que le Cameroun perd en termes de ressources humaines, un si jeune pays comme le nôtre, du fait des accidents ou du fait de ce qui ressemble à des accidents, effectivement, de la route, c'est énorme. C'est énorme. Donc, sur ce plan, fréquents sont les cas, vous le savez très bien, où dans un cortège funèbre, on va enterrer un mort dans une région, et puis un accident, on a de la peine à retrouver la dépouille. Parce que le cercueil s'est ouvert, il y a eu d'autres morts entre temps. C'est dramatique. Quand on va dans les régions, dans les forêts, Babimbi là-bas, Nord Makombe, mais c'est inaccessible. Et même ici à côté de Yaoundé, voyons-nous, Yaoundé où il y a une très bonne production agricole autour, dans les zones étonnes, cette ceinture étonne-là, effectivement, Monatélé, Okola, Evodoula, il y a une très grande production agricole là-bas, mais comment est-ce qu'on peut l'écouler? Donc, en fait, ce mauvais état des routes, effectivement, moi je pense que quelque part, peut-être l'État a honte de dire que c'est lui qui est le responsable, il cause bien plus de morts que, effectivement, oui. L'effet, je vais dire que, en fait, la mauvaise conduite ou alors... l'état des véhicules. Oui, l'état des véhicules. Oui. Parce que généralement, l'être humain, sauf lorsqu'il est sous ou drogué, sait que la route est mauvaise et il sait qu'il doit rouler de façon, en fait, normale, en tenant compte des limitations des vitesses. Oui, Martial. Oui, là, vous êtes sorti par la bonne position, qui est celle des experts, celle de Sécurite. Oui. Nous pensons sincèrement que vous ne devez pas sacrifier votre vie sur l'autel de la position face à l'état de route. Vous devez adapter votre comportement à l'état de route. Et je voudrais vous dire, vous avez cité plein de choses. La sécurité routière, c'est un problème systémique. Derrière un accident, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut jouer. Et le problème n'est pas national, c'est un problème au niveau mondial. Et au niveau mondial, il y a des directives qui ont été données, notamment dans le cadre de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies. Dans le pilier 3 concernant la sécurité des routes, on demande effectivement de jouer sur la qualité des véhicules. Vous avez tout à l'heure évoqué les facilités d'accès aux véhicules neufs. Oui. Mais il y a un dispositif législatif qu'on a obtenu, par exemple la réduction de 30% sur les pneus neufs, la réduction de 30%, un abattement de 30% pour les véhicules
Mais les gens ne l'utilisent pas, les gens ne sont pas suffisamment informés. C'est là aussi notre responsabilité, ou vous la vôtre, vous les partis politiques, d'informer les citoyens sur les dispositions. Sur les prix des pneus? Non, pas les prix de pneus, sur par exemple, les dispositions sur le plan fiscal. Quels sont les avantages fiscaux qui sont octroyés aux utilisateurs du véhicule pour qu'on puisse accéder. Mais qu'à cela ne tienne, c'est comme information, hein. Nous avons été associés par les pouvoirs publics dans le processus de l'étude du renouvellement du parc auto par la prime à la casse. Vous savez, ça fait intervenir beaucoup d'administrations. Au Cameroun, on te voit de... Si, le processus. La prime à la casse? Nous, les experts, avons été consultés. Les dossiers ont été remis au Premier ministère. Je crois que ça suit son cours. Mais permettez-moi quand même que je réponde à quelques interrogations. Oui, il a parlé des véhicules, de l'apparence des véhicules qui roulent. Oui. Effectivement, il y a des gens qui réussissent à emprunter des pièces, aller obtenir ce certificat de visite contrôle en très bon état. Et dès que c'est fait, ils rentrent et ils remettent les pièces, les pare-brises qui ne sont pas en forme. Mais là encore, le nouveau dispositif va équiper la police et la gendarmerie des systèmes portables de contrôle visuel des véhicules. Donc, il sera possible désormais qu'on vous prenne sur la circulation et on désactive votre certificat de visite technique. Les habitudes ont la peau dure. Ça fait 20 ans que nous annonçons, nous, au niveau des experts, qu'il faut des radars. Les radars, on a activé. Mais il dit, les radars sont... J'en viens. Les radars sont arrivés. Les radars posés, les radars fixes. Les radars fixes étaient des radars pédagogiques. Oui. Et le ministère a publié... Dissuasif? Pédagogique. Oui. Ça dit qu'on ne vous attrape pas immédiatement, mais quelques mois ou quelques semaines plus tard, on sort la liste et on vous indique que non, vous étiez à 120 km/h. Tel jour. Faites attention, tel jour. Mais dès que le ministère des Transports a publié la liste, et il s'est trouvé que les mastodontes de transport de personnes figuraient sur cette liste. Donc, et je sors de Douala, j'enrage et je suis extrêmement choqué parce que des gens ont pris le temps de démolir tous les radars fixes sur l'ensemble de l'itinéraire de Douala-Yaoundé. C'est inadmissible. Donc c'est des actes criminels, comme on dit. Non, c'est du vandalisme, c'est du terrorisme. Et je pense qu'une enquête doit être ouverte. Parce que dans tous les cas, c'est nous qui allons payer la réparation. Parce que c'est l'argent du contribuable. Et les amendes vont contribuer, mais nous allons payer de notre poche. Donc, si nous voulons réduire les accidents, nous devons tous être, en France, le slogan, c'est tous responsables. Chacun de nous est responsable à ce qui le concerne. Derrière un accident, si vous faites l'arbre de cause, vous allez voir que les responsabilités sont établies à plusieurs niveaux. C'est vrai, il y a les politiques. C'est vrai, il y a les conducteurs. Mais c'est une mentalité collective qu'il faut changer. Oui, vous avez raison, mais faites très attention. Il faut faire très attention. C'est bien beau d'installer des radars fixes entre Douala et Yaoundé, mais c'est aussi bien, c'est mieux d'entretenir la route Douala-Yaoundé. Le cantonnage de ces routes-là. Mais vous vous rendez compte, Monsieur Otto, est-ce que vous savez que le cantonnage d'une nationale comme Douala-Yaoundé, 200 km, peut créer de très nombreux emplois et faire à ce que, aux abords de ces, en fait, je vais dire de ces radars, qu'ils soient bien surveillés et gardés. Oui. Or, qu'est-ce qui arrive? Ils sont abandonnés. Hein. Oui, c'est un peu comme une bouteille jetée à la mer, abandonnée. Ah ben non. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est attirer les vandales. Quelqu'un passe avec sa voiture, si un jour il avait reçu une contravention, et puis il vient se venge, il bien tient. Donc, alors, non, le cantonnage, nos routes sont sales. J'ai dit, y compris la nationale, la principale nationale. Oui. La principale nationale est très sale. Or, qu'est-ce qui arrive? Si on ferait la même chose pour l'autoroute, ça sera encore pire. Parce que là-bas, on ne roule pas à moins de 100 km/h. Ah oui. Donc vous rendez donc compte, effectivement, que fait-on de cantonnage? Et pourtant, c'est une source de création d'emplois et de création de richesses. C'est-à-dire que le long d'une nationale aussi fréquentée que la numéro 3, Douala Yaoundé, oui, numéro 3, oui. Ou Yaoundé Bafoussam, voilà. Oui, numéro 5, ou alors d'une autoroute comme celle qui est en construction, même si elle s'éternise, voilà encore un danger. Donc, sur ce plan-là, il y a un problème quand même, et qui est très grave, parce que les politiques publiques, vous demandez aux partis politiques de
de veiller à ce que l'éduquer sur... Non, et puis je me rends même compte que, monsieur, vous permettez... Oui, monsieur Médal, je me rends même compte que vous ne suivez pas l'actualité dans ce domaine-là. Parce qu'il y a justement 2 ans, nous sommes passés du cantonnage à l'entretien confrontatif qui consiste à dégager l'emprise de la route. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, c'était plus le cantonat. On n'utilise plus les machettes comme d'habitude là. On utilise les engins, les bulldozers pour dégager la route. Ça a été fait il y a 2 ans. J'utilise le terme que vous utilisez. Personne entre Douala et Yaoundé ne le connaît. J'utilise le terme cantonnage parce qu'effectivement, c'est pour mettre la propriété, si vous voulez. Mettre la propriété autour de la route. Effectivement, le terme que vous avez utilisé, personne en dehors de vous ne le connaît. Et je tiens à vous dire, vous demandez aux partis politiques de le faire. Est-ce que vous savez que même les députés à l'Assemblée nationale découvrent la loi des finances dans le sommeil? Ils sont en train de dormir là, et puis on dit les alliés de finances, ils ne comprennent rien, et puis après on dit c'est passé, c'est voté, puis promulgation. Non, ils n'en savent rien. C'est du fait, effectivement, des gouvernants. Quand il y a mal gouvernance de cette façon-là, effectivement, comment voulez-vous que la proposition de loi ou le projet de loi supposé faire l'objet d'un débat public, donc soumis à l'attention des médias, des hommes des médias que vous êtes, pour des débats publics? Je ne sais pas si vous avez assisté, monsieur... Oui, est-ce que vous avez assisté à un débat public sur les taxes en matière de circulation routière, ou c'est les impôts ou sous la douane? Non, il n'y en a presque pas, parce qu'effectivement, tout arrive comme dans une mallette, déposé quelque part, et puis on dit, oui, c'est vite passé à l'Assemblée nationale, le Congrès, Sénat, ça revient, et puis après, signature, et puis... Donc, les gens sont devant le fait accompli, y compris le prix de la bière que les Camerounais aiment bien boire. Ils n'arrivent pas à en débattre. Sur les taxes, oui, on dit non, on impose. Non, épargnez-nous, vraiment. Ça, c'est la responsabilité première de ceux qui nous imposent et qui nous dictent cette façon, c'est de la dictature, y compris économique et financière, qui nous dicte cette façon, en fait, de consommer ou alors de contribuer à, je vais dire, à la richesse, à la production de la richesse. Je vais vous dire une chose. Oui. Les mesures de sécurité sont des mesures très contraignantes. Ouais. Et ce n'est pas pour aider les politiciens, vous le savez. Voilà. Et nous, au niveau de la société civile, en 2011, vous avez suivi des accidents de nuit. Ouais. Parce que la circulation routière est de 2% de nuit, mais 41% d'accidents. On a conduit un plaidoyer. Circulation de nuit, vous dites 2%, mais ça produit 41% d'accidents. On a conduit un plaidoyer qui a abouti, le gouvernement a mis en place des mécanismes d'interdiction de voyage de nuit par car de 22 à 5 heures du matin. Ouais. Je ne vous dis pas. Les politiques ont transformé la mesure et très rapidement, il y a une suspension. Peut-être oui, merci. Oui. Non, le MS n'existait pas encore. Le MS n'existait pas. Non, il y a 2 ans, le MS existait. Non, je voudrais seulement vous dire que même si quand vous allez arriver au pouvoir, je ne suis pas sûr que vous allez faire ce que nous, les espoirs, va vous demander en matière de sécurité routière. Parce que si on vous demande de rouler, parce que la route de Douala à Yaoundé, c'est 110 km/h. 110 selon le code de la route CEMAC. Mais les mêmes routes en France, c'est 80 km/h. C'est 80 km/h. Ils ont encore baissé. Et si aujourd'hui le gouvernement prend la mesure d'imposer 80 km/h sur Douala à Yaoundé, je ne suis pas sûr que vous, les politiques, vous allez nous laisser. Oui, parce que vous avez trouvé qu'on attaque le pouvoir économique, on attaque les hommes d'affaires, on ne peut pas... Non, ne faites pas un procès en sorcellerie. C'est arrivé avec la circulation des camions dans les villes. Oui. Où nous avons pensé qu'il fallait définir l'itinéraire pour les camions qui sortaient du port. Oui. On a dit non, l'économie d'abord. J'ai dit non, on ne peut pas mettre l'économie, sacrifier les vies sur l'autel de l'économie. Ce ne sont pas les politiques qui sont au volant des voitures. Je crois que vous êtes... Je ne vous comprends pas très bien. Vous voyez très bien le train entre Ngaoundé et Yaoundé. À quelle vitesse il roule? Les politiques se sont déjà plaints un jour pour dire qu'en fait... Et d'ailleurs qu'en fait, voyez-vous, là c'est le ferroviaire, bien entendu. On n'utilise que 4. C'est combien l'écartement là? Il est si vieux que, effectivement, là par contre, nous, on a le droit de nous plaindre pour dire que maintenant il faut revenir à l'écart ou l'écartement international, celui qui est admis. Mais nous voulons dire ceci, en matière de sécurité routière, la sensibilisation ne doit pas seulement être faite au niveau des automobilistes. On doit commencer beaucoup plus tôt en amont. Depuis d'ailleurs, on a parlé dans la première partie de cette émission de l'école. Depuis l'école, j'allais dire l'école primaire. Oui, je suis d'accord avec vous. Nombreux sont parfois les usagers de la route, notamment les piétons,
qui ne savent même pas comment est-ce qu'il faut traverser la route et où il faut traverser la route. C'est négligé, c'est mis de côté, et c'est comme ça que parfois aussi des vies entières sont fauchées parce que quelqu'un attend un taxi et qui a, soit lui-même ne sait pas se tenir, soit il ne sait pas là où traverser, ou alors il y a un chauffard qui lui-même ne se rend pas compte qu'il arrive à une intersection ou alors à un passage clouté et qu'il a à agir de cette façon. Ok, rapidement, Camille, pour sortir l'émission. Non, juste encourager ce type de mesures et espérer que... Pousser les gens Non, des mesures qui voudraient qu'on mette sur pied des mécanismes d'amélioration, comme vous avez vu tout à l'heure au travers du public reportage, et puis qu'on respecte les infrastructures qui sont mises en place. Nous avons évoqué tout à l'heure la destruction des radars fixes qui n'existent plus à Douala. Et aussi, cette façon de gérer la République à deux vitesses. C'est-à-dire, vous sortez des mesures, des décisions qui s'appliquent uniquement sur un pan de la société et il y a une autre classe sociale qui est au-dessus de tout. Prenez par exemple les péages. Quand vous arrivez dans les péages, on vous dit que tout le monde paye. Mais allez-y voir si ces gens-là qui ne payent pas. Alors, ok, Marcel Bissimikim, pour sortir. Moi, pour sortir de l'émission, je voudrais émettre tout simplement un vœu en direction de deux acteurs. Que les automobilistes sachent que le certificat de contrôle technique n'est pas un passe-droit pour la police. C'est un outil pour vous protéger votre vie. Parce que quand vous y allez, non seulement vous délivrez un certificat, mais on fait le diagnostic de votre véhicule pratiquement gratuitement. Deuxième chose, que les centres de contrôle technique, il n'y en a que 4 qui sont à niveau, que les autres centres rejoignent la mouvance. Sur toute l'étendue du territoire, 4 seulement? Oui, 4 seulement, c'est des pilotes. Donc, sûrement, Douala et Yaoundé seulement. Nous lançons un appel. Qu'est-ce que vous faites du reste du Cameroun? Non, ça va être progressif. Mais pendant ce temps, les accidents. On voudrait demander au patron. Pendant ce temps, les accidents. De participer de participer au mouvement et de faciliter la mise à niveau et l'installation de nouveaux systèmes dans leur centre de contrôle technique. Et que les camions aussi sachent que... Mais ça, c'est une nouvelle, les camions. Que les camions dit que les camions... Non, rarement les camions, rarement. Donc que les camions... Mais c'est très grave, là. Que les conducteurs de camions sachent qu'ils sont aussi soumis à l'obligation de la visite technique. C'est les portes du régime et leurs amis. Vous dites que c'est eux qui ont des camions. C'est eux qui ont des camions. Juste un mot, s'il vous plaît. Je voudrais adresser, effectivement, il y a 15 prisonniers politiques du MRC qui nous regardent actuellement. Ils ont été victimes de violences, comme ces enseignants dont on a parlé en première partie de l'émission. Nous leur disons courage, courage. Et certains sont actuellement maltraités, soit du côté de Fou, Balmayo. Nous disons à ces personnes qui les maltraitent qu'il faut arrêter cela. Parce que les droits de l'homme, ça existe. Même le prisonnier a des droits. Donc sur ce plan-là, et rappelez que dans quelques heures à Paris, nous aurons un grand meeting à Paris. Et rassurez-vous, nous parlerons sans doute aussi, peut-être nous y évoquerons comme sujet alentour, les visites techniques que vous affectionnez. Merci Martial Bissimikim, merci Camille Ateba, merci à vous également. Sosten Médard Lipote, madame, monsieur, nous avons bouclé cette semaine à Yaoundé, toute l'équipe conduite par Emmanuel Diop, Joël Lessengue, Élisée Bogba. Donne rendez-vous dans quelques semaines pour une autre Equinox Soir Yaoundé. Bonsoir Yaoundé.